Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un pays fantastique et merveilleux un peu spécial. Car sur la mer réside un pays dont la culture ancestrale résonne dans le monde entier. Un pays qui a bercé votre enfance, rempli de légendes, de mythes, de mystères. Non, je plaisante. Aujourd'hui on parle de la Grèce. La Grèce, ou dans sa forme longue que personne n'utilise, la République hellénique, ou Hellade, mais là pour le coup il y a vraiment personne qui dit ça, est un pays d'Europe du Sud au large des Balkans et de la mer Méditerranée, et pas n'importe quel pays, car elle est considérée comme le berceau de la civilisation occidentale, rien que ça. Parce que la Grèce a été une source d'inspiration pour pas mal de choses, mine de rien, comme la philosophie, les sciences, les arts... Non, pas l'animal, non... Un héritage qui se traduit par une histoire que Wikipédia définit comme riche et non moins mouvementée, ce qui pourrait correspondre à n'importe quel autre pays de cette planète, mais qui se montre aussi par la multitude d'ennemis que le pays possède malgré son statut de puissance européenne secondaire. La capitale est Athènes et on y parle le grec moderne qui n'a absolument rien à voir avec le grec ancien. J'imagine. Le drapeau du pays est composé d'un carré bleu à croix blanche, suivi d'une multitude de bandes horizontales bleues et blanches. Il y a plusieurs significations possibles à ce drapeau, donc il est temps de jouer à mon jeu préféré, Qui c'est l'historien qui a raison. Il y a la version des mythes historiques qui dit que le bleu et le blanc du drapeau vient des couleurs du blason impérial des dynasties de la Macédoine, et après il y a Michel Pastoureau, voilà, Mich, qui dit que ça vient des couleurs de la Bavière, dont le premier roi de la Grèce est originaire d'ailleurs. La croix par contre, tout le monde s'accorde à dire que ça vient de la croix chrétienne, et les 9 bandes c'est pour rappeler les 9 syllabes de la devise du pays, Eleftheria et Thanatos, la liberté ou la mort. Et les Grecs vont parfois suivre cette devise un peu trop loin. Vous êtes pas prêts. Alors le problème de la Grèce, c'est que la partie la plus intéressante de son histoire, ça se situe avant la naissance du Christ. Jésus, de son prénom. Il y a plusieurs périodes durant la Grèce antique. Il y a la période géométrique où les Grecs commencent à établir un semblant de civilisation et de savoir-faire technique, comme une céramique qui respecte plus les formes géométriques. Oui, le terme géométrique pour la période, ça vient de là, mais moi ça me semble un peu bizarre quand je l'ai entendu la première fois. Il y a la période archaïque où on commence à créer des poteries et à renverser des monarchies locales en utilisant son argent pour y imposer un pouvoir de force. C'est pas la meilleure période. Puis il y a la période classique qui est celle qu'on imagine quand on parle d'antiquité grecque, qui est perçue comme l'âge d'or de la Grèce, dans laquelle son mode de vie et ses institutions vont rayonner dans le monde, et qui sera vite remis en question par la période hellénistique. C'est durant cette époque que les Grecs ont dû composer avec d'autres figures comme Cléopâtre ou Alexandre le Grand. On a tendance à croire que la période hellénistique c'est la période où la Grèce était en déclin, mais en fait pas du tout. La Grèce continue à être hyper populaire, c'est juste que en Égypte comme en Macédoine, on avait de quoi rivaliser quoi. Sauf que tout ça va très vite disparaître quand la Grèce va être dominée, d'abord par Rome, puis par l'Empire byzantin, et enfin par l'Empire ottoman. Mais cette domination va créer un problème, parce que ok, la Grèce est sous la domination des Ottomans, mais c'est pas le cas de tout le pays, hein. Il y a des îles comme la Crète qui sont encore sous le règne des Vénitiens, et puis il y a même des Grecs qui sont traités différemment, genre les aristocrates des îles ils sont tranquilles, pépères, à avoir des postes, et ceux du continent, c'est des esclaves. Voilà, ce petit contraste. Sauf que là, les Grecs ils ont une idée. Et si on renversait l'Empire ottoman pour redevenir indépendant? C'est bon quoi, on est grec, on a inventé la démocratie, la philosophie, le prénom Homère, c'est bon, on est les Grecs quoi, oh! Les paysans prirent alors les armes contre les Ottomans, et avec Michel de Valachie et son armée de conquérants, ils levèrent le poing, crièrent, et s'élançant en avant, ont chargé leurs ennemis, et se sont fait détruire. Salement. Ouais, l'Empire ottoman allait pas lâcher la Grèce comme ça, d'autant qu'elle rapporte beaucoup. Les Grecs sont la première communauté ottomane dans le monde marchand de l'Empire, notamment d'un point de vue intérieur. Ce qui veut dire que ce sont les Grecs qui dominent l'économie ottomane. J'ai goûté une mangue. Et c'est cette domination qui va permettre à l'intellectuel Rigas Feraios de théoriser l'idée de la nouvelle Grèce indépendante. Une idée qui va permettre au peuple grec de rayonner à nouveau et de lancer des mouvements hellénophiles en Europe. Et c'est par cette culture perçue comme élitiste de la Grèce que les petits salons bourgeois des grandes capitales européennes s'intéressent à la cause grecque pour sa libération. Ils vont même s'engager dans un mouvement un peu secret, le Philiki Iteria. Et c'est donc que les Grecs reprirent les armes pour se battre afin de devenir indépendants, et cette fois ils pourront compter sur leur alliance militaire avec Haïti. Ouais, les autres pays européens ils avaient pas envie de se battre contre les Ottomans. Les pleutres. Bon, au final ça rate, hein, vous vous en doutez, même avec l'alliance d'Haïti qui a envoyé... je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai mal. Mais plus tard, en 1827, après un nouvel essai, la Grèce devient enfin un vrai pays à lui tout seul. C'est bon de renaître. Et là, c'est compliqué. La Grèce a contracté une dette énorme auprès des pays européens et en plus, elle se fait ridiculiser par les grosses puissances.
elle a même pas le droit d'être représentée durant les réunions internationales, et le nouveau roi Othon subit un coup d'état à cause de sa gouvernance trop autoritaire. Sauf que lui, il apprend de ses erreurs, du coup il décide de redonner plus de droits et de liberté à la population. Il va même lancer un grand plan d'urbanisation avec une architecture qui rappelle la Grèce de l'Antiquité. Pendant plusieurs années, la Grèce va se moderniser, s'industrialiser et lancer des réformes sociales pour interdire le travail des enfants, pour permettre le repos le dimanche, lancer une réforme agraire. Voilà, c'est bien, la Grèce remonte la pente, et quoi de mieux pour montrer qu'on est de retour que déclarer la guerre aux Ottomans. La défaite fut lourde. Et le début du XXe siècle est pas super pour les Grecs. Pendant la Première Guerre mondiale, ils sont neutres et tout le monde va leur reprocher ça. Et à la fin, ils se font attaquer par la Turquie. Sauf que comme la Grèce n'a aidé personne pendant la Première Guerre mondiale, personne veut bouger le doigt pour l'aider. Les Grecs vivant dans la partie orientale se font alors génocider et le territoire est repris par les Turcs. C'est ce qu'on appelle la période de la Grande Catastrophe. Une période qui marque encore l'histoire de la Grèce car les relations avec la Turquie sont encore tendues à cause de ça. Et aussi parce qu'elle a permis de renverser la monarchie pour instaurer la République, qui sera elle-même renversée pour restaurer la monarchie. Voilà, c'est compliqué. C'est le général Métaxas qui est nommé Premier ministre par le roi et instaure un régime autoritaire inspiré du fascisme italien de Mussolini. Alors je vous vois venir, effectivement comme ça l'idée a pas l'air dingue. Mais en fait, vous avez raison. Alors il y a quand même quelques points positifs. Déjà, Métaxas, malgré son nom de méchant de Marvel, ne cherche pas à étendre le territoire grec. Faut dire que ils ont plus trop envie de se frotter aux Turcs. Et son régime n'est pas vraiment antisémite ou raciste. Il est juste nationaliste, socialiste et anticommuniste. Et si les mots nationaliste et socialiste mis ensemble réveillent en moi un réflexe de crainte, ma première interrogation c'est comment on peut être socialiste et anticommuniste ? À part en étant Manuel Valls. Sauf que la Grèce va devoir se défendre contre le fascisme italien alors que Mussolini tente d'envahir le pays, aidé de son allié allemand. Enfin aidé, il l'a pas empêché quoi. L'Italie attaque alors les côtes grecques pour tenter de provoquer le pays et le forcer à répondre, ce qui entraînerait alors la guerre. Sauf que la Grèce ne répond pas, et s'arme dans son coin, voilà, juste au cas où. Puis un jour, l'ambassadeur italien en Grèce a demandé à Métaxas de laisser l'armée italienne venir, sinon ce serait la guerre. Ce à quoi Métaxas répondra Ochi. Ce qui veut dire non en grec. Puis il ajoutera en français dans le texte alors c'est la guerre. Pourquoi en français ? Et ce jour restera dans les mémoires comme le jour où la Grèce a dit non à l'impérialisme italien. C'est même un jour férié là-bas, le 28 octobre, le jour du non. On dirait un titre d'épisode de Bob l'éponge. Retenez quand même la date, le 28 octobre 1940, elle est très importante pour la suite. Les Italiens vont tenter d'envahir la Grèce, sauf que comme c'est surtout des montagnes, c'est assez difficile à envahir. C'est pour ça que 6 mois plus tard, l'Allemagne est obligée de venir aider parce que c'est cringe. Sauf que là, pareil, ça met du temps et les Grecs résistent. Et même quand ils ont perdu, ils résistent, ils refusent de signer l'armistice proposé par les Allemands. L'armée italienne n'est alors plus mentionnée dans l'accord parce que les Grecs considéraient qu'ils ont perdu uniquement à cause de l'Allemagne. Et tout ça, ça a un gros intérêt, gagner du temps. Parce que pendant que Hitler essaie de prendre la Grèce dont il n'avait rien à faire, je le rappelle, c'est juste pour aider l'Italie, il ne le fait pas à envahir d'autres pays. Et pour beaucoup de gens, à commencer par Hitler lui-même, c'est la bataille en Grèce qui a fait perdre l'Allemagne. En fait, ni les Allemands ni les Italiens n'avaient prévu une si grosse résistance de la Grèce. Et le temps que l'Allemagne met à envahir la Grèce, en fait, elle ne le met pas à se préparer à envahir Stalingrad. Stalingrad qui sera le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Si l'Allemagne a perdu à Stalingrad, c'est grâce à ça qu'on a gagné ensuite. À la base, Hitler voulait aller à Stalingrad pendant une période estivale, on va dire, et à cause de la bataille en Grèce, ils ont été obligés de reporter et de faire ça en hiver. Et c'est l'hiver russe qui a permis la victoire contre les Allemands. Donc, tactiquement, c'est grâce aux Grecs qu'on a gagné la Seconde Guerre mondiale. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμος μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Hitler reconnaîtra que ce sont les Grecs qui ont le plus fièrement combattu son armée, Staline dira que le peuple russe sera éternellement reconnaissant envers les Grecs, et Churchill déclara même qu'on ne dira plus que les Grecs se battent comme des héros, mais que les héros se battent comme des Grecs. Rendez-vous compte, un pays aussi important que la Grèce, qui a été le moteur de toute civilisation pendant l'Antiquité, qui après s'est fait rouler dessus par les Ottomans, se réveille seulement quand il y a un mal aussi horrible que le nazisme. Et toute cette histoire de la Seconde Guerre mondiale sera complètement oubliée, alors que je trouve qu'elle est
incroyable. Malheureusement, la Grèce aura beaucoup de mal à capitaliser sur ce moment historique. Après la guerre, le pays va sombrer dans l'instabilité politique avec une dictature des colonels qui impose un autre drapeau. Donc voilà, le même qu'aujourd'hui, mais en plus foncé parce que c'est trop dark. Ensuite, la Grèce reviendra à une démocratie, puis l'intégration européenne et une crise économique qui dure depuis 2004 et dont le pays ne s'est toujours pas relevé. Ambiance. Alors je vous vois venir, hein. Vous vous dites ouah, mais la Grèce c'est trop beau, j'ai trop envie d'y aller, pour tester mes outfits et les montrer sur Insta. Sauf que vous allez vous calmer parce que non. Comme dit précédemment, la géographie grecque c'est surtout des montagnes et des îles. C'est peut-être le pays avec la pire géographie que j'ai fait jusque-là parce que franchement je sais même pas comment le pays peut être administré correctement. Le pays est divisé en 3 parties, la partie continentale, Péloponnèse et tout ça qui représente 15% de la superficie du pays. Mais bon, 15% c'est un petit chiffre, voilà. Alors que 80% c'est le taux de présence de montagnes dans le pays. C'est trop. Mais c'est pratique, hein, si vous avez du mal à savoir si vous voulez aller à la montagne ou à la mer pendant les vacances, en Grèce, vous avez les deux. Il n'y a aucun endroit dont vous ne pouvez pas voir la mer depuis la montagne, car aucun endroit en Grèce n'est éloigné de plus de 100 km de la mer. Principalement parce que la Grèce est constituée essentiellement d'îles, avec 1200 îles au total, ça aussi c'est trop. Sauf que ce chiffre n'est pas forcément honnête, puisque tout dépend de ce qu'on considère comme une île par rapport à la taille qu'elle doit faire au minimum. Mais si on fait abstraction de ça, en fait il y a 6000 îles grecques qui composent le pays, dont seulement 200 qui sont habitées. Comment relier toutes ces zones habitées ensemble si c'est surtout des îles? La réponse est simple. On ne le fait pas. Ça par exemple c'est la carte du réseau ferroviaire de la Grèce. Et vous pouvez constater que les gens qui vivent ici, ils sont bloqués, alors que la partie continentale est desservie comme il faut. Sauf Ioannina qui est punie apparemment. Mais au moins ça laisse la chance aux touristes de découvrir Athènes, ville la plus peuplée du pays et la capitale, et ses nombreux monuments comme l'Acropole, le Parthénon ou les restaurants pas chers. Parce que la Grèce c'est l'Italie mais en abordable et en sale. Oui, la réputation de ville sale colle un peu à la peau d'Athènes, mais en fait c'est surtout que la ville est plus modeste que d'autres capitales occidentales, moins moderne aussi et avec plus de graffiti. En plus c'est des tags en grec. Sauf lui là qui s'est perdu. D'ailleurs en parlant de grec, la ville a traduit plein de trucs en simili anglais qui correspondent pas forcément aux cartes touristiques ni à Google Maps. Donc voilà, c'est juste parfait pour se perdre. Mais bon, au moins la Grèce a quand même plein de trucs à offrir, genre 45 degrés à l'ombre. Chacun sa culture, hein. En termes de culture, la Grèce rayonne pas mal, que ce soit grâce à sa gastronomie, comme la salade de feta ou la moussaka, qui sont des plats grecs traditionnels assez populaires, ou même pour son cinéma, avec des réalisateurs comme Costa Gavras, Theo Angelopoulos, Yorgos Lanthimos. En fait, il faut savoir que le cinéma grec a explosé surtout durant les années 50. Après je dis ça, mais j'en ai vu aucun des films grecs. Mais c'est aussi pour des raisons de diaspora, comme en France, où des gens d'origine grecque sont très nombreux, comme Adèle Exarchopoulos, Georges Moustaki, Diams, Nikos Aliagas, Virginie Efira, qui est pas du tout française, hein, mais bon, bref. Pareil aux USA avec des gens comme Pete Sampras, Jennifer Aniston ou Hank Azaria. Oui, je sais, ce dont vous parle, c'est la voix de Maud dans les Simpsons. Et cette diaspora permet de faire rayonner la culture grecque, même si en soi l'histoire du pays suffit déjà très bien. Mais en réalité, le pays a du mal à rayonner sur la durée face à des mastodontes du soft power comme, comme la France. En fait, c'est surtout durant les Jeux Olympiques qu'on parle beaucoup de la Grèce parce que ils ont quand même un peu inventé le truc. Grèce! Greece! Girisha! Il y a quand même 2 événements un peu importants dans l'histoire moderne qui vont permettre à la Grèce de rayonner et de faire parler d'elle internationalement. Alors, quand je parle d'événements heureux, hein, je parle pas de la crise financière. Donc, le premier événement un peu heureux qui arrivait à la Grèce, on le doit à Disney. Dans les années 90, les réalisateurs Musker et Clements, qui ont fait Aladdin et la Petite Sirène, donc des gens qui savent à peu près de quoi ils parlent, sont chauds pour faire un nouveau film. Mais les studios refusent leur projet pour le moment, mais sont prêts à l'autoriser s'ils arrivent à faire leur preuve en réalisant un projet qui est dans les cartons. Parce que la Petite Sirène Aladdin, apparemment, c'était pas suffisant. Un projet va leur taper dans l'œil, celui qui parle de la mythologie grecque. Et là, ils ont une idée. Les dieux grecs, c'est un peu comme des super-héros, non ? Non? Donc ils ont collé l'histoire de Superman pour l'adapter à la vie de Hercule, alors que c'est pas grand chose à voir en fait. Ça n'a rien à voir. Et dans leur infinie sagesse, Disney voulait organiser une avant-première en Grèce. Mais le gouvernement grec a décidé d'annuler l'événement, considérant que Disney utilise la culture grecque pour faire du merchandising et de se servir d'un haut lieu culturel comme rampe de lancement. Voilà, donc ça partait plutôt mal pour Hercule, et la promo officielle n'a pas aidé. Le fait que les origines d'Hercule soient différentes, que le thème musical soit du gospel, pas vraiment grec, que le caractère de Hadès soit un peu trop humoristique, les allusions très peu discrètes au futur merchandising du film,
Ou même tout simplement que le nom du film c'est Hercule, alors que pour les Grecs, ce type il s'appelle Héraclès. Bah ouais les gars, normalement Hercule c'est pour les Romains quoi. Même les Japonais l'ont compris. Et en fait, tout ça a fait que la Grèce a détesté le film. Parce qu'il faut comprendre que la Grèce, c'est un pays qui a une culture historique ancienne, mais pas moderne ou contemporaine. Si on connaît la Grèce, c'est pas pour son économie, pour ses batailles gagnées, pour sa gastronomie ou même pour sa culture cinématographique, aussi importante soit-elle. Quand je vous dis Grèce, vous pensez à quoi? Grèce de canard, oui je sais. Mais quand je vous dis Grèce, le pays, vous pensez à quoi? À la philosophie, aux Jeux Olympiques, à la démocratie, bref, à la civilisation antique de la Grèce. Et c'est pour ça qu'on connaît la Grèce à travers le monde. Donc forcément, quand il y a une grande puissance économique qui veut prendre ce que la Grèce a de plus cher en termes culturels pour faire du merchandising, et ça gueule. Mais il y a un événement qui va permettre à la Grèce de se foutre bien de la gueule de toutes ces puissances étrangères. Et pour ça, on va devoir parler de foot. Déjà, sachez que la Grèce n'a aucun footballeur connu, même de club très influent en Europe, parce que bon, Olympiakos, ça va bien 5 minutes, mais ça n'a pas empêché le pays de gagner l'Euro 2004 contre des pays comme l'Espagne, le Portugal ou la France. En fait, le sélectionneur de l'équipe s'est très vite rendu compte que son équipe était complètement nulle et ne savait pas jouer. Il a donc établi une stratégie, défendre. Les joueurs grecs de l'époque n'avaient pas de technique. Par contre, ils étaient très grands et très costauds. Pendant toute la compétition, l'équipe grecque a fermé le terrain et tout misé sur la défense et la contre-attaque. Un exploit qui ne sera plus jamais reproduit par le pays, mais ça n'a pas empêché les Grecs de festoyer comme des gros oiseaux. Parce que c'est ça la Grèce, c'est la fierté. On a inventé la philosophie, on a inventé les arts, on a inventé la démocratie. Bon, on l'a un peu cassé depuis, mais on l'a inventé quand même, merde. Dans l'histoire du pays, deux partis ont marqué la scène politique. Le parti Nouvelle Démocratie, à droite, et les libéraux progressistes de PASOK à gauche. Chose amusante mais un peu choquante, la Grèce est un des derniers pays d'Europe à avoir encore des dynasties politiques. Genre la famille Karamanlis, les Mitsotakis ou les Papandreou. Une culture de dynastie politique qui a été arrêtée par la victoire de Syriza aux législatives de 2015. Alors si vous connaissez pas Syriza, en gros c'est un peu l'équivalent de LFI chez nous, c'est-à-dire un parti de gauche anti-austérité. Alexis Tsipras, l'homme fort du parti, a été Premier ministre de 2015 à 2019. Il a été élu avec un programme anti-austérité de lutte contre la corruption et sur la laïcisation du pays. Mais aucune de ces réformes n'a été faite. Tsipras a tout fait pour que la Grèce ne soit pas exclue de la zone euro et a tenté de rassurer les lobbies, ce qui fait que de la gauche radicale, Syriza est devenu un parti de centre-gauche classique, tout en continuant à siéger au sein du groupe de gauche radicale au Parlement européen. Au pouvoir, Tsipras a fait monter l'âge de départ de la retraite à 67 ans, il a fait monter la TVA et a réduit le nombre de fonctionnaires. Pire encore, l'extrême droite monte dans le pays avec le parti Aube Dorée qui est un parti nazi. Et c'est pas moi qui dis ça, non, ils sont ouvertement nazis et ils font 7%. La débâcle est totale pour Syriza et elle est même assez symbolique puisque le premier ministre qui succédera à Tsipras, c'est Kyriakos Mitsotakis, donc un membre d'une dynastie politique de Grèce, encore un. Pire encore, celui qui succédera à Tsipras à la tête de Syriza, donc à la tête du parti, c'est Stefanos Kasselakis, un trader. Ouais, on est loin de la révolution. D'ailleurs, Mitsotakis va prendre une série de mesures très libérales, comme la simplification des licenciements, sans même avoir justifié le licenciement, ni même sans prévenir le salarié d'ailleurs, c'est vrai au final ça sert à quoi. Et il va même créer une réforme fiscale pour attirer les milliardaires dans le pays, parce que après tout, pourquoi ne pas devenir un paradis fiscal? C'est aussi lui qui va mener une politique de répression à l'égard des migrants parce qu'ils sont migrants et c'est sous son gouvernement que les violences policières vont augmenter alors qu'elles étaient déjà très hautes par rapport aux autres pays européens. Et les résultats, on a beaucoup moins de migrants qui traversent la mer et ça c'était vraiment le principal but de cet accord. Mais évidemment, la situation en Grèce aujourd'hui n'est pas très bonne. On a à peu près 60 000 migrants et réfugiés qui se trouvent en Grèce. Il n'y a pas de programme de relocation qui fonctionne maintenant. Il faudrait quoi, plus de camps? Un meilleur accueil? Probablement plus de camps. Mais pourtant, la Grèce, c'est un pays qui est plutôt de gauche et, j'oserais même le dire, plus à gauche que nous. Quand vous regardez les dernières élections, la gauche traditionnelle unie fait plus que le parti de droite. Alors pourquoi la gauche ne s'unit pas? Contrairement à chez nous où la gauche peut techniquement travailler ensemble, en Grèce, c'est déjà un peu plus compliqué. Syriza a milité contre PASOK, le Mera 25 a été fondé directement contre Syriza, de même que Cap sur la liberté quand Syriza est devenu un peu à droite, et le parti communiste grec sont ouvertement homophobes, donc bon compliqué. D'ailleurs, le parti communiste grec ne siège pas au sein du groupe de gauche du Parlement européen.
Par contre, il est membre de la rencontre internationale des partis ouvriers et communistes avec d'autres super partis comme le Parti communiste de Chine, le Parti communiste de Corée du Nord ou le Parti communiste français. Ah bah, excuse-moi Fabien Roussel, hein, je n'étais pas familier avec ton game. Donc en fait, la Grèce, c'est un pays qui est historiquement et même culturellement très important pour nous et pour plein d'autres pays dans le monde, mais aujourd'hui, la Grèce, bah, c'est juste une puissance européenne secondaire. C'est même un des pays les plus pauvres de la zone euro, et pourtant, la Grèce, c'est hyper important pour notre histoire. D'ailleurs, tactiquement, bah, sans Grèce, il n'y aurait même pas de zone euro. Tout ça pour dire que la Grèce, c'est un chouette pays. Ça l'était encore plus avant, mais allez, force et honneur, les Grecs. Oh!